Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes avec M. Barthélémy Dias, qu'on ne présente plus au Sénégal sur la scène politique. Aujourd'hui, on voulait parler de la situation politique du Sénégal. On va vous laisser vous présenter, nous expliquer un petit peu l'état de la démocratie au Sénégal, les problèmes qu'on rencontre sur les cartes électeurs. Aussi, nous parler aussi de l'état de division en quelque sorte de l'opposition. Selon vous, est-ce que l'opposition est divisée? Est-ce que l'opposition fait le jeu du pouvoir? Et aussi, nous parler de l'affaire Khalifa Sall. Je vous remercie pour l'opportunité offerte. Je tiens d'abord à féliciter les organisateurs de cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui au Trocadéro. Une manifestation pour la démocratie au Sénégal. Et dire à ce titre que cette manifestation aujourd'hui tient toutes ses promesses, aussi bien en termes de mobilisation, en termes de détermination, en termes de sensibilisation. Parce que partout où on part, aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la problématique liée à la rétention des cartes d'électeurs est une réalité qu'il faudrait éventuellement voir aujourd'hui comment pouvoir résoudre avant l'élection présidentielle de février 2019. Et que ce soit aujourd'hui en Belgique, en France, que ce soit aux États-Unis, partout dans la diaspora, les Sénégalais se plaignent de ne pas avoir leur carte d'électeur. Ou s'ils ont leur carte d'électeur, ils ont des cartes estampillées, n'est pas inscrit sur le fichier électoral, ou ne peut pas voter. Et je pense que tout cela participe à une volonté manifeste de vouloir s'accaparer d'une certaine mise en scène électorale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel à Anvers. Nous avons lancé le même appel ici à Paris. Nous allons continuer à lancer le même appel particulièrement dans la diaspora pour que les Sénégalais puissent envahir les consulats. Qu'ils envahissent les consulats et qu'ils exigent qu'on leur remette leur carte d'électeur. C'est un droit constitutionnel, le droit de vote. Je rappelle que ce sont ces Sénégalais qui ont financé ces cartes à hauteur de 52 milliards de nos francs. C'est inadmissible aujourd'hui pour une république comme la nôtre qui aujourd'hui dispose d'une administration compétente, une administration de qualité, une administration respectée et respectable, que cette administration aujourd'hui soit utilisée à des fins politiciennes, partisanes, claniques, pour permettre à un groupuscule politique de sortir son épingle du jeu. Donc je pense aujourd'hui qu'au-delà de la diaspora, au niveau même du Sénégal, le moment venu, il faudrait que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas un combat pour la libération de Khalifa Sall ou la participation de Khalifa Sall à une élection présidentielle. Ce n'est pas un combat aujourd'hui pour le retour de Karim Wade ou la participation de Karim Wade à une élection présidentielle. C'est un combat d'abord pour des principes démocratiques. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait un recul démocratique qui n'indigne personne. Et je m'exprime, la rétention des cartes d'électeurs, c'est une première. Mais le plus dangereux, c'est cette mise à disposition du fichier électoral. La Sénat, qui aujourd'hui a fini de montrer son parti pris, veut nous faire croire que le fichier électoral ne peut être mis à disposition des candidats que 15 jours avant le jour du scrutin. Je rappelle que c'est ce que dit la loi électorale. D'accord, nous en sommes conscients. Mais je rappelle que le président Macky Sall a été élu en 2012 avec un fichier électoral qui était disponible sur Internet et des années avant l'élection de 2012. Ça veut dire que n'importe quel Sénégalais, n'importe où dans le monde, s'il avait accès à Internet, il avait accès au fichier électoral sur le site de la Direction générale des élections pour pouvoir vérifier si lui était bel et bien inscrit sur le fichier ou pas. Ou pour pouvoir même, au besoin même, contester l'inscription d'un compatriote sénégalais. Donc vous comprendrez aisément que si on reste dans la logique de la Sénat, 15 jours avant le jour du scrutin, il n'y a aucun citoyen sénégalais, s'il a un quelconque contentieux avec l'administration sénégalaise, particulièrement la Direction générale des élections, il n'a aucun moyen de pouvoir avoir gain de cause sur ce contentieux. Parce que le temps qui lui sera imparti ne lui permettra pas de pouvoir se faire inscrire ou de pouvoir changer son état civil au besoin ou peut-être même de pouvoir même changer son lieu de vote. Et je prends comme exemple, si un Sénégalais se lève à Paris, le jour du vote, il vient pour voter et on lui dit qu'il n'est pas inscrit pour voter à Paris, mais il est inscrit pour voter à Marseille.
Si on le lui dit à 11 h du matin, il n'a aucun moyen de se rendre à Marseille avant la fermeture des bureaux de vote à Marseille pour voter. Et ça, c'est fait à dessein. Donc, j'ai parlé de la rétention des cartes, j'ai parlé de la carte, j'ai parlé du fichier électoral, mais il faut aussi qu'on maîtrise la carte électorale. La carte électorale, il faut qu'on sache, ici en France, il y aura combien de centres de vote, il y aura combien de bureaux de vote, qu'on sache en Italie, qu'on sache en Espagne, en Belgique, en Suisse et ailleurs, aux États-Unis, à travers le monde entier, que chaque Sénégalais puisse savoir dans son pays de résidence, il y a combien de centres de vote et il y a combien de bureaux de vote. Pour savoir si lui, il figure bel et bien sur un de ces centres de vote ou un de ces bureaux de vote. Donc voici beaucoup de questions aujourd'hui qui interpellent l'unité de l'opposition. Et à ce titre, nous félicitons l'opposition dans toutes ses composantes dans la diaspora, parce que l'unité de l'opposition que nous constatons dans la diaspora, malheureusement, nous ne la retrouverons pas au Sénégal. Et c'est une des missions que m'a confiée le député maire Khalifa Ababacar Sall, candidat à l'élection présidentielle, c'est de discuter avec les uns et les autres pour qu'on puisse au moins avoir une unité sur des principes démocratiques qui pourront nous permettre de pouvoir aspirer au moins à vivre un scrutin en toute sérénité, en toute lucidité et dans une démocratie irréprochable. Et je pense que c'est le moment ici encore de réitérer cet appel à l'opposition. Et je rappelle que pour balayer l'ancien régime, ça a d'abord été la force première de l'opposition était son unité. Et je rappelle que tout se faisait dans l'unité. Même si on était dans la recherche d'une candidature unique, on se retrouvait tous les jours, toutes les semaines chez le président Ahmad Dansoko. On discutait chez le président Ahmad Dansoko. Et même quand on quittait pour aller dans une manifestation, on quittait tous ensemble de chez le président Ahmad Dansoko. Ce sont des signes, ce sont des symboles de à quoi doit ressembler une unité. L'unité ne doit pas être une unité de façade, ça ne doit surtout pas être un slogan. L'unité doit être une réalité. Et je pense qu'au-delà de cette unité, c'est tout à fait normal aujourd'hui que les libéraux se battent pour que leur candidat désigné par un congrès puisse participer librement à l'élection présidentielle de 2019, parce qu'il n'y a aucun Sénégalais, même ceux qui ne sont pas avec M. Karim Wade, il n'y a aucun Sénégalais qui pense une minute que M. Karim Wade n'habite pas au Sénégal. Et il n'y a aucun Sénégalais qui pense que M. Karim Wade est résident au Qatar. Bon, donc c'est la preuve que cela encore relève de cette volonté manifeste d'ériger le complot en stratégie qui relève en fait d'un coup d'État. Ce sont des nouvelles formes de coup d'État. Je ne parlerai pas du dossier de Khalifa Sall, parce que tout le monde au Sénégal est conscient que le dossier de Khalifa Sall est un dossier qui relève du complot politico-judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et je prends à témoin les Sénégalais qui ont tout suivi du début à nos jours. Et je convoque à ce titre la décision de justice rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, qui a dit clairement que M. Khalifa Sall, ses droits ont été violés. Et ça, c'est assez clair. Je crois que Amnesty International, section du Sénégal, a dit la même chose. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la magistrature parce qu'il ne s'agit pas de continuer pour nous de tirer sur la magistrature à chaque fois que l'occasion nous est donnée. Il est question pour nous aujourd'hui de pouvoir créer un environnement qui permettrait à cette magistrature de pouvoir jouer pleinement le rôle que lui confère la Constitution du Sénégal. C'est un rôle de pouvoir indépendant dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Nous n'attendons pas de la magistrature sénégalaise un parti pris. Nous attendons de la magistrature sénégalaise qu'elle puisse dire le droit là où il le faut, quand il le faut et comme il le faut. Donc à ce titre, j'aurais vraiment encore souhaité profiter de votre tribune pour lancer un appel à tous les Sénégalais, tous les Sénégalaises, particulièrement de la diaspora. Mobilisez-vous. Ce n'est pas une bataille entre politiciens. C'est une bataille pour l'avenir et le devenir du Sénégal. Il s'agit de démocratie, il s'agit de république, il s'agit d'État, il s'agit d'élections et il s'agit aussi de principes et de valeurs. Et à ce titre, il s'agit du futur de notre pays. Et quand on parle du futur de notre pays, nous convoquons la progéniture de cette nation sénégalaise. Et je pense que cette progéniture mérite mieux que ce que nous vivons présentement. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Nous vivons dans une démocratie qui est apaisée, une démocratie qui est considérée, une démocratie qui est respectée à travers le monde. Nous aspirons demain à ce que le Sénégal puisse être une référence et un exemple, particulièrement dans la sous-région, mais en général à travers le monde entier. Est-ce que vous pensez que les libertés individuelles, à travers des lois qui se préparent pour restreindre les discours des Sénégalais sur les réseaux sociaux, et aussi les libertés de manifester avec certaines
voilà, entre guillemets, répression de la police. Est-ce que selon vous, la liberté aujourd'hui est menacée au Sénégal? La liberté, au-delà d'être menacée, la liberté, elle est confisquée. Et ce qui est dommage, elle est confisquée à travers des mécanismes qui sont inadmissibles. Entre autres, la corruption. Je le dis, je le répète, je crois que je n'ai que des amis parmi les journalistes sénégalais, mais il faut savoir faire la différence entre journaliste et patron de presse. Et je le répète, quand on combattait l'ancien régime que dirigeait le président Abdoulaye Wade, la presse sénégalaise était le premier parti d'opposition. Aujourd'hui, à travers le comportement de certains organes de presse, la presse sénégalaise est devenue le premier mouvement de soutien à l'actuel régime. Donc, cela, je crois, est à mettre sur le compte d'une certaine organisation au sommet de l'État. C'est ça la réalité, c'est la vérité. Et à travers des mécanismes de cette nature, bien sûr qu'on cherche à museler les libertés individuelles et collectives. Parce que quand aujourd'hui la communication est entravée, quand aujourd'hui on se met à réfléchir sur des mécanismes pour installer des filtres au niveau d'Internet, c'est qu'on est en train de préparer, en vue de l'élection présidentielle, toute une dynamique qui consiste, le moment venu, à ce que la vérité soit travestie. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit tantôt, c'est un combat qui interpelle tous les Sénégalais, où qu'ils puissent être, politique comme apolitique. Parce qu'on peut être apolitique, mais une chose est claire, on est Sénégalais. Et là, il s'agit du Sénégal. Il ne s'agit pas de Khalifa Sall, il ne s'agit pas de Pierre ou de Paul, il s'agit du Sénégal. Ceux qui considèrent maintenant qu'ils ne sont pas concernés par cette question doivent en même temps considérer aussi qu'ils ne sont pas Sénégalais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceux qui considèrent qu'ils sont Sénégalais, et je pense que tout le monde considère qu'il est Sénégalais, ben, ils ont leur mot à dire dans ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est totalement anormal qu'en 2018, à la veille de 2019, qu'on puisse se permettre au sommet de l'État de penser à restreindre Internet dans certaines formes. Ou bien concernant certains événements, comme une élection. Ceux qui n'ont pas envie d'être insultés sur Internet, ils n'ont seulement pas besoin d'aller sur Internet, c'est tout. Quand un homme politique est convaincu d'avoir le monopole de la bêtise, passe son temps à insulter son peuple à travers des comportements comme la transhumance, et puis se permet après de vouloir rentrer dans les réseaux sociaux et à vouloir s'ériger en donneur de leçons de morale, vous comprendrez aisément qu'il y a des possibilités qu'il puisse prendre pour son grade. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la démocratie. Si aujourd'hui il y a des hommes politiques qui n'ont pas envie d'être insultés, qui n'ont pas envie d'être critiqués, ils ont besoin de revoir leur comportement. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde dans lequel les citoyens aspirent à du respect de la part de leurs dirigeants ou de ceux qui aspirent présider aux destinées de leur pays. Et à ce titre, je considère que si des hommes, particulièrement du pouvoir, se font insulter sur Internet et qui décident que maintenant il faut mettre en place des mécanismes sur Internet, mais cela est totalement antidémocratique, cela est anticonstitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, Internet, je crois que la Constitution du Sénégal ne mentionne nulle part, en aucun article, que l'accès à Internet est interdit et que c'est illégal. Ou bien que l'accès à Internet doit être conditionné à une autorisation. Et je pense aujourd'hui que c'est une mauvaise image que va renvoyer le Sénégal à travers ou bien une certaine presse muselée ou une presse qui joue le jeu du pouvoir, ou bien même à travers aujourd'hui des mécanismes qui consistent à vouloir étouffer la parole publique ou bien à créer des environnements qui empêchent aux Sénégalais de pouvoir s'exprimer librement et de façon totalement citoyenne et participative. La candidature unique, je pense que ce n'est pas un débat pour nous parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Je rappelle que d'abord pour pouvoir parler, discuter, échanger sur une candidature unique, il faut d'abord que les gens se connaissent. Et pour que les gens se connaissent, il faut d'abord que les gens se fréquentent. Et pour que les gens se fréquentent, il faut que les gens se côtoient. Et je le disais tantôt, à l'époque de la coalition Benno Siggil Sénégal, les leaders politiques se fréquentaient, ils se côtoyaient, ils se connaissaient, ils discutaient, ils échangeaient, ils se fréquentaient. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle l'unité de l'opposition est une réalité que nous ne devons pas esquiver.
si maintenant on n'arrive pas à avoir l'unité tant souhaitée, nous devons au moins travailler à avoir l'unité de principe sur les combats qui nous attendent dans le court et le moyen terme. Je rappelle que 2019 est une année électorale à double titre. Il y aura l'élection présidentielle en début 2019 et en fin 2019, il y aura les élections locales. Donc, moi aujourd'hui, je peux ne pas avoir comme candidat XY à l'élection présidentielle, mais je peux appeler mes amis, mes sympathisants, mes camarades, mes militants à voter pour le candidat XY aux élections locales, par exemple à Ziguinchor. C'est possible. Donc, il faudrait que le candidat XY dont je parle, qu'il comprenne que ce n'est pas parce qu'on organise une manifestation pour la libération de Khalifa Sall, qui est injustement et arbitrairement détenu, ou qu'on réclame le retour de Karim Meïssa Wade au Sénégal, pas parce que c'est Khalifa Sall ou Karim Wade, c'est parce que c'est la démocratie sénégalaise qui est en train d'être entravée à travers leur non-participation à une élection présidentielle. Donc, ce candidat XY, pour revenir à lui, il a intérêt à venir participer à cette manifestation parce qu'il ne sait pas de quoi demain est fait. Si on a réussi, à l'heure où nous parlons, à avoir mis M. Khalifa Sall dans la situation dans laquelle il se trouve présentement, ou d'avoir installé M. Karim Wade dans le désordre dans lequel il se trouve présentement, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre est à l'abri de cela. Et ça, les gens doivent le comprendre. Maintenant, je pense que si nous aspirons tous aujourd'hui au changement, et que ce changement se fasse de façon démocratique, parce que je rappelle, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas non plus des suicidaires, nous sommes des citoyens, nous aspirons à la démocratie. Ça veut dire que nous aspirons à un changement à travers une voie démocratique. Et dès qu'on parle de voie démocratique, on parle de voie électorale. Mais comment vous voulez qu'on ait un changement d'ici quelques semaines si les Sénégalais n'ont pas leur carte d'électeur? Ça, c'est quasi impossible. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour savoir qu'il n'y a absolument aucune étude qui peut être prise en compte ou bien aucune stratégie qui peut être mise en œuvre pour pouvoir renverser la tendance si on n'arrive pas à faire en sorte que cette rétention des cartes soit un vieux souvenir, si on n'arrive pas à faire en sorte que le fichier électoral puisse être mis à disposition au moment opportun et si nous n'avons pas une lecture visible de la carte électorale. Ça, c'est important. Et je pense que tout un chacun a intérêt à ce que ce combat, surtout pour que les Sénégalais puissent exercer leurs droits constitutionnels, que ce soit une réalité. Et le temps qui nous est imparti, je reste convaincu que si nous travaillons à accepter le principe de l'unité de l'opposition, nous allons atteindre l'objectif. Parce que quand nos compatriotes de l'Italie, de l'Espagne, de la France, des autres pays d'Europe, en Amérique, dans d'autres pays en Afrique, quand ils vont tous commencer à envahir les consulats, mais les partenaires du Sénégal seront obligés d'interpeller le Sénégal. Les alliés du Sénégal seront obligés d'interpeller le Sénégal. Je rappelle que le Sénégal, sa comptabilité, elle est soumise une fois de plus à une certaine politique des institutions de Bretton Woods. 52 milliards de francs CFA, c'est 100 millions de dollars. Ce n'est pas de l'argent que le Sénégal dépense et n'a aucun compte à rendre à personne. Ça, quand le président Macky Sall dit qu'il ne subira aucune pression de l'extérieur, et quand le président Macky Sall dit aussi que le Sénégal est un pays souverain, le président Macky Sall n'a pas besoin de nous dire que le Sénégal est un pays souverain. Le Sénégal est souverain avant la naissance du président Macky Sall. Nous en sommes tous conscients. Mais le président Macky Sall ne va pas nous faire croire que le Père Noël est en route parce qu'il n'existe pas, il ne viendra jamais. Quand votre propre monnaie est conditionnée à la monnaie à une devise étrangère, c'est que vous n'êtes pas indépendant. Vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes indépendant sur papier. Vous êtes souverain sur papier. Mais dans la réalité des faits, vous vivez dans un monde dans lequel vous êtes soumis à certaines conditions, particulièrement des conditions d'exigence démocratique. Et je pense aujourd'hui que nous sommes un peuple assez mature, nous sommes un peuple assez réfléchi, nous sommes un peuple avec un vécu électoral et démocratique assez important en Afrique pour pouvoir trouver des mécanismes pour sensibiliser l'opinion particulièrement internationale, surtout en vue des enjeux de l'élection présidentielle de 2019. Ce que je dis, c'est d'une importance capitale parce qu'il ne faudrait pas que les gens soient surpris demain de certaines réactions. Parce que si on laisse ce régime dérouler de la sorte, ça veut dire choisir ses candidats
écarter d'autres candidats. Mais il ne faudrait pas être surpris que le Sénégal se retrouve dans une situation qui n'honorera personne. Parce que si vous nous dites, nous, aujourd'hui, que nous n'allons pas compétir parce que vous considérez avoir le pouvoir d'État pour nous empêcher de compétir, mais ne soyez pas surpris que nous, on utilise des mécanismes antidémocratiques pour vous empêcher de compétir. Nous sommes conscients que c'est un État, mais nous ne combattons pas l'État. Nous combattons un système. L'État, ça veut dire la police, la gendarmerie, la justice et entre autres, et j'en passe. Le système, c'est le système qui est exclusivement politique, partisan et clanique. Et c'est le Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous pouvez me donner les nouvelles de Khalifa Sall actuellement? Comment c'est juste? Mais Khalifa Sall va très bien. Khalifa Sall va très bien et nous rendons tous grâce à Dieu. Il a un moral d'acier. Il a une hygiène de vie de qualité. Il est dans un état d'esprit. C'est la raison pour laquelle quand je suis sorti, je regardais les gens et je leur disais mais c'est pas possible. Si Khalifa Sall sortait aujourd'hui et qu'il vous voyait dans cet état, il serait peut-être pas déçu, mais il serait surpris par rapport à l'état dans lequel il se trouve. Khalifa Sall est un homme qui se réveille tous les jours en prison et qui tous les jours discute, reçoit, échange, réfléchit en vue de l'élection présidentielle de 2019. Khalifa Sall est un homme aujourd'hui qui n'attend rien de la justice sénégalaise parce qu'il est conscient, malheureusement, que c'est une justice, comme le disait le juge Ibrahima Dème, qui a déjà démissionné. Et Khalifa Sall est surtout ravi de savoir que les Sénégalais ont finalement compris qu'il s'agissait d'un complot politico-judiciaire. Donc, M. Khalifa Sall, aujourd'hui, en synthèse, travaille pour la candidature de la présidentielle de 2019. M. Khalifa Sall, à l'heure où je parle, est en train déjà d'orienter le groupe de travail qui est en train d'élaborer le premier draft sur son projet de société. Ce quel projet de société, le moment venu, fera l'objet de forums, aussi bien dans la diaspora qu'à l'intérieur du pays, pour que les Sénégalais puissent apporter des amendements. Que les Sénégalais, parce que je rappelle que M. Khalifa Sall, dans l'histoire politique du Sénégal, c'est le premier homme politique qui a mis en place la démarche participative et inclusive. Et les populations dakaroises pourront le confirmer parce que c'est la démarche qu'il a eu à adopter aux élections locales de 2009 qui lui ont consacré donc une victoire pour son premier mandat à la tête de la ville de Dakar. Et en 2014, M. Khalifa Sall s'est inspiré de la même démarche. C'est une démarche inclusive et participative qui consiste à venir vers les Sénégalais, à leur présenter une mouture et à les écouter par rapport à des amendements à prendre en compte, par rapport à des discussions qui doivent pouvoir apporter plus de plus-value à ce que nous avons envie de faire pour le Sénégal. Donc voici la dynamique dans laquelle se trouve M. Khalifa Sall. M. Khalifa Sall, ni moralement, ni physiquement, ni psychologiquement, M. Khalifa Sall ne se considère comme étant en prison. Parce que la prison, vous savez, ce n'est qu'une épreuve. Et les grands hommes sont forgés par les épreuves. Les grands hommes sont forgés par les épreuves et leurs racines se fortifient dans l'humilité, des fois dans l'humiliation. Mais demain, quand il fera jour, parce que demain viendra, ces grands hommes, ils auront rendez-vous avec l'histoire, Inch'Allah. Et je reste convaincu que M. Khalifa Sall a rendez-vous avec l'histoire et il répondra présent à cet appel, Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez juste me faire, vous dire, qu'est-ce que vous pensez du fait que le PS n'aura pas un candidat cette année et le lapsus de M. Tanordien où il parlait candidat PS, par exemple? Juste votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Khalifa Sall n'est pas le candidat exclusivement des socialistes, mais il est le candidat des socialistes en particulier. Donc à ce titre, vous devez considérer que ce qu'on a eu à dire et qui nous a valu certains déboires au sein de la direction du Parti socialiste, pour nous, c'est une réalité. C'est que le Parti socialiste fondé par le président poète Léopold Sédar Senghor aura bel et bien un candidat. Et Khalifa Sall est le candidat de ce Parti socialiste. Maintenant, il faut qu'on se comprenne. Aujourd'hui, il y a le Parti socialiste et il y a le Parti des socialistes. Eh bien, ces pseudo-socialistes qui ont décidé maintenant de se métamorphoser de candidats en souteneurs, de candidats en collecteurs, je dirais en synthèse, nous, on considère qu'on ne tire pas sur une ambulance. Et une ambulance, malheureusement, sa destination n'est jamais une destination qui crée de l'enthousiasme, qui met du baume dans le cœur de qui que ce soit. Parce qu'une ambulance, ça va ou bien sur un lieu d'un accident,
ou ça va à la morgue, ou ça va à l'hôpital, ou ça va au cimetière. Donc, vous savez, laissons-leur faire du bruit. Je crois qu'eux-mêmes savent qu'ils sont dans l'escroquerie politique. Le président Macky Sall est un homme assez avisé, assez averti, pour savoir que ces ambulances ne peuvent absolument rien lui rapporter sur le plan politique, particulièrement le plan électoral, parce que ce sont des gens qui aujourd'hui ne sont même plus en mesure de lui apporter un parti politique uni, unifié, et un parti politique capable aujourd'hui de pouvoir, sur le plan électoral, faire la différence. Et je crois que tout le monde sait aujourd'hui que ce qui est valable au Parti socialiste l'est à l'Alliance des forces de progrès. Et je ne le dis pas parce que je suis avec M. Khalifa Sall. Aujourd'hui, le Parti socialiste s'identifie à des principes, s'identifie à des valeurs, s'identifie à des hommes et des femmes, et s'identifie aussi à un avenir qui est un avenir commun que nous partageons tous. Donc à ce titre, nous ne faisons aucune illusion. Toutes les génuflexions de certains responsables de la direction du Parti socialiste nous rendent totalement indifférents parce que ça relève de comportements d'hommes et de femmes qui sont au crépuscule de leur carrière politique. Merci beaucoup, en tout cas, merci de nous avoir accordé ici à Paris cette interview sur BK News. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.